Bonsoir tout le monde, donc rebonsoir. On est ravis de vous retrouver pour la deuxième édition 2024 des Toc et Doc. Donc cette fois-ci, on s'attaque à la précarité alimentaire chez les seniors et nous retrouvons Philippe Ligron. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs. Et nous retrouvons aussi docteur Dominique Truchot, bien sûr, pour notre plus grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, on se réjouit d'évoquer ce thème qui est pas facile. À l'origine, quand on l'avait proposé, on nous avait dit « Oh là là, ça c'est un peu dur ». Mais je crois qu'à un moment donné, il faut l'aborder. Donc là, ce soir, ça sera le bon moment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment ça se passe. Il y a une première partie qui est une discussion. Donc, on va recevoir des experts, je vais les présenter très rapidement. Donc, une première partie de discussion. Et puis après, une deuxième partie où là, on passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, on continue les discussions, mais cette fois-ci en dégustant des plats qui ont été spécialement faits et en relation étroite avec ce que l'on aura dit avant. Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Bon, alors, jusqu'à ce point-là... En plus, vu le nombre d'absents, vous aurez encore plus à déguster. Alors, on est content parce qu'on a 100 inscrits, donc c'est plutôt chouette. Et puis d'ici tout à l'heure, je pense que les gens vont finir par arriver. Voilà. Alors, ce soir, évidemment, là encore, c'est le cri de guerre, ça suffit. Effectivement, la précarité alimentaire, en février, on s'est attaqué à la précarité alimentaire des étudiants. Ça, c'est clair que ça suffit. La précarité des seniors, ça suffit encore plus. Alors, pour démarrer... On va remercier nos partenaires, sans qui ça serait plus difficile de pouvoir offrir de telles soirées. Donc vous les voyez ici, vous allez pouvoir tous les retrouver de l'autre côté, leur poser des questions, discuter... Ah mince, non, j'étais trop pressée. Voilà, faut aller doucement. Merci Serge, c'est un travail d'équipe. Donc vous allez pouvoir après passer de l'autre côté et puis leur poser des questions, discuter avec eux et ils répondront avec grand plaisir. Alors nous, on modère, on anime. On va essayer. On va essayer. Et puis surtout, on va recevoir des intervenants, tous experts dans leur domaine. On a d'abord Serge Rezzi, qui est docteur en chimie et spécialiste en nutrition, qui est un vrai dur scientifique de la question et qui va nous plonger un peu dans les données de la science, de la digestion des seniors et de ce qu'il faut manger. Après, pour faire la dualité, donc on va avoir les vraies recommandations scientifiques. Pour pimenter un peu tout ça, on aura l'équipe du Château des Novales qui va nous expliquer comment ils font avec des petits moyens pour répondre à ces obligations scientifiques. Et puis, on enchaînera avec Amanda, ici présente, qui nous donnera de bons conseils pour être au mieux de sa forme quand on vieillit. Voilà. Alors, moi, je vais planter le décor, puis après, je passerai la parole à Serge, si ça vous va. Très bien. Alors, vous êtes prêts, mesdames et messieurs, ça vous va ? Alors, c'est super. Alors, on va planter le décor. 2022. 8,7% de la population est sous le seuil de la pauvreté en Suisse. 12,2% en grande difficulté financière. Une majorité sont à plus de 60 ans. Ce qui fait quand même 25% de la population avec des renoncements de première nécessité. Et les renoncements vont en priorité sur l'alimentation et les soins médicaux non urgents. Un quart de la population dans un pays riche ne peut pas subvenir à ses moyens, à ses besoins. En 2023, Caritas a publié les chiffres et a constaté une augmentation de 11% des ventes dans ses épiceries. Ce n'est pas juste anodin, c'est énorme. C'est monstrueux. Et à ce niveau-là, pour les seniors, c'est ce qu'on appelle la triple peine. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que parmi toutes ces personnes, le plus grand pourcentage a plus de 65 ans. Donc ça, c'est déjà un fait acquis. Alors que les besoins sont spécifiques et coûteux dès qu'on arrive à un certain âge. Souvent, on nous dit « Oh, mais quand on vieillit, on n'a pas besoin de manger ». Non, c'est pas vrai. Quand on vieillit, on est une voiture de collection. Et il viendrait à quiconque, personne n'a l'idée de mettre de la mauvaise essence ou de la mauvaise huile dans sa voiture de collection. Donc, messieurs, dames, les seniors de plus de 65 ans, vous êtes des voitures de collection. Donc, ça coûte cher de s'entretenir et de bien manger. Et la troisième volet de cette triple peine, c'est que ces carences ont un effet immédiat
sur votre qualité de vie ont un effet immédiat sur les potentielles chutes ou complications lors d'une pathologie. Donc en février, on disait que c'était important et que c'était inadmissible que les étudiants aient cette précarité alimentaire parce qu'ils étaient dans un moment où ils devaient étudier, où ils construisaient leur avenir. C'est tout aussi impensable à un moment donné où la fragilité s'invite et auquel on a du mal à y répondre. Donc, ceci étant dit, ça plombe toujours un petit peu l'ambiance. Non, mais c'est bien de le signaler. Et puis surtout que vous connaissez mon discours où je suis tout le temps à dire que voilà, on n'a pas les moyens de se nourrir en Suisse puisque seulement 7% du budget familial est alloué et dédié à l'alimentation, ce qui est très peu, alors qu'on a les moyens de s'acheter des téléphones portables et sortir et s'acheter des grosses voitures. Mais là, chez les seniors, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, on est vraiment dans la vraie précarité. Alors, ce soir, donc, on va aborder, en commençant donc, avec le docteur Serge Redzi, les aspects très pratico-pratiques scientifiques. Qu'est-ce que l'on doit manger et qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on a passé un certain âge. Et puis après, on laissera la parole à l'équipe du Château Neval pour nous expliquer un petit peu au quotidien comment cela se passe. Donc, je fais le passage de témoin. Serge, nous sommes tout oui. Et merci encore pour ta venue. Mais merci à toi, merci de l'invitation, merci Philippe, très heureux d'être ici. Bonsoir à tous, à toutes. Mon rôle ici, c'est pas forcément de continuer dans les chiffres et assommer tout le monde avec de la science. C'est pas du tout le but. C'est d'essayer de partager avec vous un certain nombre de concepts qui sont très importants pour la nutrition des seniors, donc qui vous concerne et qui va, j'espère, nous concerner aussi dans quelques temps. Alors tout d'abord, pour continuer un petit peu sur les chiffres, la bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie augmente, la population aussi augmente. Les projections que vous voyez ici pour les seniors, pour le canton de Vaud par rapport à la Suisse, on estime qu'il va y avoir à peu près, à l'horizon de 2050, c'est l'Office fédéral des statistiques, 21,6% de personnes au-dessus de 65 ans, et puis plus 8,4% pour les personnes de plus de 80 ans. Donc c'est des bonnes nouvelles, ça veut dire qu'on vieillit plus longtemps, mais espérons-le, la qualité de vie devrait suivre aussi, et ce n'est pas toujours le cas, et en particulier la nutrition et l'alimentation a son rôle à jouer. Le vieillissement de la population, c'est un phénomène planétaire, mais en même temps, ça implique des changements radicaux ou des adaptations radicales des systèmes de santé. Et avec ce vieillissement de la population, vous avez évidemment les rapports de dépendance avec les générations plus jeunes qui augmentent et les dépendances vis-à-vis des systèmes sociaux divers qu'on trouve sur la planète, et en particulier ici en Suisse. Donc, augmentation de l'âge, augmentation du vieillissement, augmentation de la dépendance, on fait quoi ? Alors, en fait, le bateau est parti, puisqu'on ne peut pas l'arrêter, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le système de santé suisse, est-ce qu'il est prêt ? En fait, vous voyez, on ne parle pas uniquement du vieillissement de la population ici, c'est le système de santé en général qu'on doit remettre en question face à ce vieillissement de la population qui est un fait. Et à mon avis, si on ne prend pas des mesures relativement vite de prévention plutôt que de guérison, si on ne change pas un peu notre optique de l'approche de la santé, plutôt de faire la bobologie, de soigner les bobos, soigner les maladies, essayer de faire du soin de la santé, prendre soin de la santé, si on ne change pas ce paradigme-là, en Suisse, on va droit dans le mur parce que le système de santé n'est pas à même d'absorber le vieillissement de la population. Les infrastructures d'accueil des seniors ne sont pas à la hauteur de l'enjeu au niveau populationnel, donc il va bien falloir trouver des solutions. Quelles sont ces solutions ? Ce n'est pas facile, ce n'est pas là en 10 minutes qu'on va trouver des solutions ce soir, mais on peut y réfléchir ensemble sur un certain nombre de paramètres. Alors tout d'abord, comme je le disais précédemment, de mon point de vue, mais je pense que je le partage avec Dominique et bien d'autres, l'enjeu majeur, c'est d'adopter une véritable politique et stratégie de prévention. Et quand je dis prévention, c'est le maintien de la santé le plus longtemps possible, et puis bien évidemment couplé avec des capacités de résolution de maladies, de traitement de maladies. Mais pas uniquement du traitement de maladies, parce qu'on est très fort là-dessus, mais sur la prévention, on l'est beaucoup moins. Alors il faut arriver à trouver les moyens d'améliorer la qualité de vie. Moi, j'aime bien dire ça, il y a une phrase en anglais qui sonne un peu mieux qu'en français, mais c'est ajouter de la vie aux années plutôt
que des années à la vie, en quelque sorte. C'est comment est-ce qu'on arrive à vivre en meilleure qualité possible de vie, aussi longtemps possible, bien évidemment. Alors, les paramètres qui influent sur cette qualité de vie, vous avez la précarité et les interactions sociales. De mon point de vue, la joie et le plaisir de vivre aussi, au sens général. Ça passe aussi par la gastronomie et le plaisir culinaire, bien évidemment. L'alimentation variée et équilibrée joue un rôle majeur. N'oublions pas que nous sommes, un petit peu plus, mais nous sommes aussi un organisme constitué de molécules, d'atomes, qui ne se sont pas créés comme ça spontanément, peut-être au niveau du Big Bang, mais aujourd'hui, en tout cas, on prend les atomes et les molécules dont on a besoin dans l'environnement pour les faire soi. Donc on a un lien intrinsèque avec l'environnement. Et quoi de mieux que l'alimentation pour représenter cette interdépendance, en fait. La fameuse expression « nous sommes ce que nous mangeons », en fait, elle a beaucoup de sens quand on y réfléchit un petit peu avec le binoculaire du scientifique. Vous avez aussi la forme intellectuelle qui, évidemment, change avec le vieillissement, et puis l'activité physique qui diminue, évidemment, c'est très très logique par rapport à l'évolution de la masse musculaire, mais aussi squelettique. Ce qui fait que tout ça, en fait, ça va jouer dans un espèce de concert de phénomènes qui va affecter la qualité de vie. Et c'est pour ça que c'est très difficile de maintenir une bonne qualité de vie au fur et à mesure que les années passent. Alors, quelques mots ici, quelques bouts de phrases. Prévenir plutôt que guérir uniquement. Et je dis uniquement parce que guérir, c'est important. Il faut aussi savoir traiter des maladies. Mais il faut peut-être aussi tout autant savoir les prévenir en amont. Favoriser le maintien à domicile, je pense que c'est aussi une mesure que nous devrions réfléchir comment la renforcer. Alors, les établissements EMS sont évidemment absolument indispensables, mais les structures d'accueil ne vont pas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par rapport aux chiffres de la population, ne vont pas être suffisantes. Améliorer et développer de nouveaux produits et de services alimentaires pour les seniors à domicile, mais pas uniquement. Décentraliser et personnaliser les soins. Concilier science et goût et plaisir, ça c'est très important. On a tout déconstruit, on a fait de la science quelque chose qui est, pour un cuisinier, quand on parle de science, souvent on dit « oh, c'est la pilule qui est que… » Voilà, on assimile tout de suite l'aspect scientifique au traitement ou au complément alimentaire. Non, en fait, la science, elle est déjà dans l'assiette, elle est dans le champ, dans l'assiette. Et je pense qu'il faut réconcilier un peu ces disciplines. Alors, l'alimentation et l'âge, c'est une spirale. Évidemment, au tout début, on a une perte d'appétit qui est inéluctable avec l'âge. Ensuite, on a de conséquences de cette perte d'appétit le développement d'une malnutrition, d'une mauvaise nutrition, voire une dénutrition, c'est-à-dire que là, on passe vraiment dans une phase où on manque véritablement de protéines, de vitamines, etc. Évidemment, face à cette perte à cette dénutrition, on a une perte d'énergie qui est évidente, et puis amaigrissement, déficit immunitaire, infection, troubles moteurs et psychiques, chute, escarre, hospitalisation, état grabataire, et puis après on recommence, quoi. C'est un petit peu la spirale infernale, mais qui vous montre un peu le rôle de l'alimentation qui est à la base en fait, de ce phénomène d'aspiration qui nous conduit inéluctablement vers la faim. FIN. Alors, l'effet du vieillissement sur le statut nutritionnel, vous avez d'abord des facteurs extrinsèques. La précarité, l'entrée en institution est un moment incroyable où vraiment on voit l'état nutritionnel des personnes changer quasiment du jour au lendemain. Pas aussi rapide, mais c'est une façon de parler. En quelques semaines, on voit vraiment ce phénomène se manifester du fait de l'entrée en institution. Parce que c'est un choc psychologique aussi. C'est un choc social. Vous avez les difficultés d'approvisionnement en Suisse. Voilà, quand on vit dans un petit village, on n'est pas forcément en Lausanne, à proximité de tout un tas de petits supermarchés, donc c'est difficile de s'approvisionner. Et puis vous avez l'isolement, mais aussi l'isolement psychologique. Je rappelle au passage que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des zones bleues, qui sont ces fameuses zones où on vivrait, où on vit, pas de conditionnel, dans d'excellentes conditions de vie, avec une qualité de vie exceptionnelle. L'un l'un que l'on retrouve, il y a 4 ou 5 zones bleues sur la planète, entre Okinawa jusqu'en Sardaigne et en Californie. L'une des composantes qui revient systématiquement, c'est la sociabilité. Ce sont des groupes d'individus qui vivent ensemble. Donc l'isolement, ça fait vraiment le travail inverse. Ça pousse vers la diminution de l'état nutritionnel et vers toutes ses conséquences.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des phénomènes intrinsèques maintenant qui, scientifiquement, ont un rôle sur le statut nutritionnel. Le statut nutritionnel, on entend le niveau de nutriments, vitamines, protéines, lipides, etc., tout ce qui fait votre alimentation, que vous avez à l'intérieur de votre corps. Eh bien, ce statut nutritionnel, il est affecté par tout un tas de facteurs intrinsèques qui sont liés au vieillissement. Quand on vieillit, le goût change. On a aussi des perturbations de la sensation de soif, hein. On a des dérégulations de l'appétit, on atteint une satiété assez vite, on n'a plus besoin, enfin, on n'arrive plus à manger aussi lourd et aussi abondamment qu'avant, hein. On a atteint la satiété rapidement, ça il faut en tenir en compte. On a des gènes à la déglutition, évidemment des problèmes dentaires, problèmes de mastication et des changements métaboliques, c'est-à-dire notre moteur, comme disait Dominique, la voiture de collection que nous sommes. Eh ben, le moteur, il faut l'entretenir et voilà, les diurites ne sont plus du tout avec la même qualité, la même flexibilité, etc., etc. Le foie ne fonctionne plus de la même manière, les reins non plus, et tout ça, ça affecte le statut nutritionnel. Et quand vous changez le statut nutritionnel, eh bien, vous avez carrément des conséquences qui font que vos cellules qui vous constituent, qui nous constituent, ne reçoivent plus ce qu'elles sont censées recevoir en quantité suffisante. Et donc, elles commencent à les prendre aux voisines, donc à créer un petit peu des situations de conflit à l'intérieur de nous. Et tant qu'il y en a suffisamment pour les cellules dites essentielles à la vie, ça joue, mais quand il y a des déséquilibres qui se poussent, qui vont beaucoup trop en avant, alors là, c'est tout le système qui part en tilt, si je peux dire ainsi, hein. Donc, quand on vieillit, on a évidemment une réduction des apports en nutriments qui sont dangereux, une augmentation des pertes aussi, notamment la déshydratation, perte en eau. Je rappelle que l'eau est un nutriment indispensable, hein, on l'oublie souvent, mais il est très important. Et on a une augmentation des besoins, et je vais y arriver dans un instant. Alors en Suisse, on a quand même des recommandations nutritionnelles. Ça, c'est la dernière pyramide alimentaire qui vient de sortir. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'on pourrait y passer 3 heures hein, à discuter de la relevance, la non-relevance, et pourquoi les légumineuses, et pourquoi ils ont sorti de la viande rouge, et puis ils ont mis une escalope de poulet. Et puis, on peut aller dans le détail. En fait, ça, ce ne sont que des recommandations, certes importantes, mais générales. Ce n'est pas avec ça qu'on arrive à constituer son assiette idéale uniquement au quotidien. Et dans les institutions, ce n'est pas uniquement sur ça qu'il faut qu'on raisonne par rapport à l'alimentation des seniors. Mais c'est un cadre qu'il faut comprendre. Alors, il faut manger varié et équilibré. Ça, je pense que tout le monde l'aura bien compris. Il y a des recommandations nutritionnelles disponibles pour les seniors. Par exemple, les protéines, on sait qu'il nous faut entre 1 et 1,2 grammes par kilo par jour. Et la vitamine D, 20 microgrammes par jour. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas créer nous-mêmes. Donc il faut qu'on les prenne via l'alimentation. Et ce n'est pas toujours facile. Mais est-ce que c'est suffisant tout ça, cette pyramide alimentaire? Pas forcément, parce que quand on avance avec l'âge, comme je le disais précédemment, vous avez la machinerie métabolique et les organes qui ne fonctionnent plus avec la même vitesse, plus avec la même harmonie et plus avec la même efficience. La capacité digestive, par exemple, des protéines est modifiée. Et quand je dis protéines, il n'y a pas une protéine, il y a des millions de protéines. Ne serait-ce que si je prends le lait, les produits laitiers, on est dans un pays fromager, eh ben, un fromage, c'est de la caséine. Un senior ne va pas réagir à la caséine de la même manière qu'il va réagir à du petit lait, par exemple, ou un fromage de petit lait. Parce que la caséine va créer tout de suite un gros coagulat, une grosse masse coagulée dans l'estomac, et puis souvenez-vous des problèmes de satiété rapides qui se mettent en place et tout ça, donc ça va créer une sorte de bouchon, on va mal digérer, et puis ça va prendre des heures finalement, et on va en tirer que relativement peu de bénéfices. Alors que le petit lait, lui, c'est une autre protéine qui ne crée pas ce phénomène de bouchon, pardon pour l'image, dans l'estomac, mais il va être absorbé par le petit intestin, et lui va délivrer les fameux acides aminés dont on a besoin de manière plus efficiente. Voyez, donc, il n'y a pas une protéine pour les seniors, il y a plusieurs. Il faut vraiment adapter le choix des protéines. Et là, peut-être je vais lancer un pavé dans la mare, mais ce n'est pas grave, hein. Les protéines végétales, je regrette, pour les organismes que nous sommes, ne sont pas, par définition, dédiés à l'alimentation d'un être humain. Alors, les choix véganes, végétariens, bien sûr, ils sont importants. Ils sont souvent aussi associés à beaucoup d'améliorations de l'état de santé. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un autre débat. Mais il faut les faire, ces protéines végétales ou dites alternatives, avec intelligence. Et pas seulement prendre une protéine de plante et dire c'est bon pour le senior, c'est une protéine, toutes les protéines sont évidentes. Non, parce qu'elles n'ont pas le même pouvoir nutritif.
et en particulier pour le senior qui a des difficultés digestives. Donc très important ça. Donc moi je réfléchis à cette vague un petit peu de personnes qui ont fait le choix, que je ne critique absolument pas, d'une alimentation végétarienne, mais qui vont arriver avec l'âge dans une situation où peut-être les phénomènes de dénutrition vont s'amplifier. Parce que justement, il n'y a pas cette prise en compte de l'adaptabilité au changement de la physiologie de l'être. Ensuite, les besoins en vitamine D sont augmentés. La peau n'arrive plus, vous savez que c'est la vitamine du soleil, donc on la produit pendant l'été. Bon, quand on vieillit, l'âge avançant, on ne s'expose pas forcément plusieurs dizaines de minutes au soleil l'été. Et il y a des changements au niveau de l'organisme qui font qu'on ne va pas synthétiser cette vitamine de manière aussi efficiente. Donc les besoins sont augmentés. Et le problème, c'est qu'en Suisse, et particulièrement en Suisse, il y a presque 50%, plus de 50%, je dirais, de la population qui est déficiente en vitamine D pendant l'hiver. Voilà. Et la vitamine D, elle est essentielle à plein de fonctions, dont le système immunitaire, la fonction musculaire, la masse osseuse, etc. etc. Donc il y a vraiment des conséquences de santé assez directes entre un nutriment qui arriverait un petit peu en défaut dans l'alimentation et l'état de santé. Et après, toute la fameuse spirale que je vous ai montrée précédemment. Alors, je vais terminer en disant que pour moi, finalement, peut-être parce que je viens d'un pays où le terroir est très important, pour moi, il faut vraiment essayer de concilier l'alimentation, la science de l'alimentation et de la nutrition avec la gastronomie. Parce que je ne suis pas pour un monde où on va médicaliser l'alimentation, pour être honnête. Pour moi, quand on met des nutriments dans une pilule ou dans une gélule, c'est qu'on devrait pouvoir le faire uniquement si on a évalué toutes les autres options pour délivrer le nutriment. Mais ça, c'est un point de vue personnel que je partage avec vous. Mais pour la vitamine D, par exemple, on a cherché, nous, à la Fondation, des sources locales de vitamine D. Vous en avez, par exemple, dans la truite de la Gruyère. Voilà, c'est une pisciculture. Il y en a probablement aussi dans d'autres piscicultures de Suisse, mais celle-ci, on l'a en particulier analysée dans notre laboratoire et on a trouvé des taux de vitamine D très intéressants, puisqu'on arrive quasiment à couvrir les 50% de ses besoins en vitamine D avec 100 grammes de truite, de filet de truite. Alors, ce n'est pas forcément l'aliment que vous allez mettre tous les jours dans une assiette, dans un EMS pour plein d'autres raisons, mais je veux dire, il y a des solutions. Et puis, il y a d'autres solutions comme celle-ci, là, l'œuf. On a tout fait pour casser la réputation de l'œuf en science, à défaut, puisqu'en fait, il ne méritait pas ce traitement. C'est probablement l'une des meilleures sources de nutriments qui existent sur Terre. Voilà. Et on lui a cassé sa réputation nutritionnelle en disant qu'il était très mauvais pour le cholestérol, qu'il ne fallait pas en manger beaucoup, sinon ça allait favoriser les pathologies cardiovasculaires. Tout ce débat n'est pas basé sur de l'évidence scientifique. D'accord ? Donc, l'œuf est une fantastique source de nutriments. Il faut arriver maintenant, Philippe, avec de la truite, de l'œuf, concocte-nous quelque chose qui soit agréable, je ne sais pas, des beignets, des tempuras, des choses qui peuvent être intéressantes pour faire en quelque sorte des petites bombes nutritionnelles qui vont nourrir et qui vont ajouter du goût et du plaisir. Et je pense qu'avec ce genre d'exemple aussi simple que ça, on arrive à lutter à notre niveau, dans une optique de prévention, à lutter contre justement cette malnutrition et cette dénutrition qui gentiment nous amène vers une accélération de la perte de qualité de vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'enrayer. Voilà Dominique, je ne sais pas si je suis dans les temps. Oui, tu es parfaitement dans les temps. Un grand merci. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on enchaîne juste après, comme ça fait le lien. À moins que vous ayez une question brûlante, que vous ne vouliez pas vous retenir du tout, et là on vous passe le micro, sinon on enchaîne, et puis après on aura tout le temps de poser des questions ici ou derrière, puisqu'on est tous là avec vous, et puis qu'on répondra bien volontiers, sauf si voilà, on ne peut pas attendre une question. Écoute, c'est parfait. Tout est clair. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Alors, sur scène, on va appeler Roberto Damario et Nicolas Latorullo. Alors, Roberto, il n'est pas moins titulaire de 3 CAS, un MAS, voilà. Non, depuis 2020, Roberto assure la mise en œuvre de la politique générale de la Fondation Château de Noval. Correct ? Voilà, ici présent. Et puis Nicolas, lui, est un cuisinier spécialisé en diététique et il concocte avec passion les menus des résidents
et du personnel de la même fondation. Et donc la scène est à vous. Merci Dominique. Je viens de ce côté, comme ça. Et puis on se réjouit de vous écouter. Merci Dominique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi. Je profite pour remercier le SILAB de nous avoir invités à participer à cet événement. C'est pour nous une belle opportunité de venir vous présenter le fonctionnement de notre institution dans les grandes lignes. Hein, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement d'une institution médico-sociale, mais c'est vraiment pour vous exposer aussi les moyens qui nous sont mis à disposition et les enjeux qu'on rencontre au quotidien pour l'alimentation de nos résidents. Alors, tout d'abord, quelques rappels par rapport à la précarité, comment est-ce qu'elle peut être générée, avec quelques facteurs qui se subdivisent de manière individuelle et institutionnelle. Donc, ça rejoint un petit peu la spirale qu'a mentionné Serge tout à l'heure, avec la santé des résidents, avec les troubles de la déglutition, de la mastication, perte d'appétit, maladies chroniques, etc. On peut rajouter aussi l'hygiène bucco-dentaire, qui est des fois sous-estimée, mais qui a vraiment une importance cruciale dans l'alimentation et la dénutrition chez la personne âgée. Au niveau de l'institution, la qualité des repas, manque de personnalisation, vu qu'on prépare des mets à grand nombre, donc c'est vrai qu'on fait au maximum en sorte d'écouter les besoins et les envies de nos résidents pour les satisfaire, bien entendu, parce qu'on on aime à croire que le plaisir de la bouche est important quand on est dans une institution, et ça c'est aussi très important à prendre en compte. Les problèmes qu'on rencontre aussi au niveau des ressources humaines dans nos institutions, après on parlera un petit peu des aspects budget, allocation, etc. Gestion du temps, toujours très compté. Après, on a des paramètres sociaux aussi, isolation sociale, on en parlait tout à l'heure aussi, et psychologique par rapport à la dépression et la perte d'autonomie. Voilà. Alors, comment est financé un EMS? Donc, de manière vraiment schématique, pour vous donner dans les grandes lignes. Donc, on a deux catégories, on a les soins et le reste. Donc, ce soir, on va s'intéresser au reste, mais quand même, on va venir un petit peu sur ces détails. Comment est-ce que c'est financé? Donc, on a trois acteurs. Donc, on a les pouvoirs publics, donc nos cantons, les résidents et les assurances maladie. Dans un détail un petit peu plus fin, donc on a la partie des soins qui offre des prestations d'évaluation, de conseil, d'examen, enfin, tout ce qui gravite autour d'un accompagnement, un médecin, tous les infirmiers, etc., qui gravitent autour du résident. Partie-là qui est financée par l'assurance obligatoire des soins, par l'assuré, par la quote-part, la franchise, etc. Et puis les pouvoirs publics en moindre mesure aussi. Et la partie qui nous intéresse ce soir, c'est la partie socio-hôtelière, dans le jargon, la partie SOHO, qui, elle, offre des prestations hôtelières, comme son nom l'indique, administratives et d'infrastructures. Cette partie-là est financée exclusivement par le résident. Puisqu'elle est liée à l'infrastructure, cette partie-là, du prix de pension, varie en fait d'une institution à une autre, en fonction justement des données de l'infrastructure et aussi des besoins que pourrait avoir en plus des prestations qu'on appelle supplémentaires que le résident pourrait souhaiter. Cette partie socio-hôtelière est en fait déterminante aussi par rapport au budget qui nous est alloué par le canton pour on va dire le montant attribué par jour, par résident pour l'alimentation. Donc je passe maintenant la parole à Nicolas, si le slide veut bien Merci tourner. Roberto. Alors moi, je vais vous parler un petit peu du budget, surtout, qui a quand même une influence sur la précarité alimentaire. Donc je pense que vous l'auriez tous compris, 13 francs 73, c'est le budget journalier d'un résident pour l'année 2024, boissons comprises. Au sein des châteaux des Novales, on l'a dispatché sur... je ne sais pas qui c'est qui... Voilà.
Donc 13 francs 73, dont 1 franc 65 pour les boissons. Nous, on l'a dispatché, enfin, c'est notre budget. Donc, pour les petits déjeuners, on est à un budget maxi de 1 franc 51. C'est un budget pour un déjeuner standard, c'est-à-dire 2 tranches de pain, blanc ou noir, le croissant le dimanche, les boissons, café, thé, le lait ou un fromage ou un yaourt, donc un produit laitier, soit l'un, soit l'autre. Et puis, pour le jus d'orange, soit un jus d'orange, soit un fruit frais. Donc là, on a un budget maxi de 1 franc 51. Pour le dîner, c'est aussi un dîner standard. Donc, potage, crudité, plat du jour, dessert. On est à 5 francs 28, toujours avec les boissons comprises. Ensuite, on a la collation de 15 heures. Généralement, ce sont des cakes faits maison, biscuits faits maison, en alternance. Un jour l'un, un jour l'autre. On est environ à 2 francs 34, maxi toujours, avec les boissons compris. Et pour le souper, les soupers sont un peu plus légers le soir, donc ils ont un potage généralement enrichi, avec des aliments naturels, céréales, légumineuses, fromage, crème, et ainsi de suite. Sur le dîner et le souper, nous avons depuis 6 ans une directive où on a l'obligation de servir un verre de vin d'un déci à midi et le soir. On est une gamme en dessus du vin de cuisine, donc c'est pour vous dire que voilà, le budget est très serré question boisson. On peut estimer qu'un vin de cuisine, c'est entre 25 et 30 centimes le décilitre. Pour ce qui concerne les collations de 10 heures et de 20 heures, ça concerne les soins. Généralement, ce sont le MNA qui sont inférieurs à 7, c'est-à-dire que les résidents qui ont un problème de dénutrition ont des compléments alimentaires. Le MNA, pour ceux qui ne savent pas peut-être, c'est un outil d'évaluation afin d'identifier chez une personne âgée la dénutrition. Alors ensuite, pour le bien de nos résidents, nous sommes au bénéfice de 2 labels. Le premier, c'est le label Fait Maison, qui a comme directive que le 75% des mets doivent être faits maison, préparés et servis sur plat. Les mets qui ne sont pas faits maison doivent être normalement notifiés sur le plan de menu par un astérix. Voilà, ça c'est pour le... Je m'excuse, mais c'est pour le label fait maison. Ensuite, nous avons le label Fourchette Verte. Le label Fourchette Verte préconise de proposer au minimum 7 mets végétariens par semaine. Ceci afin de limiter l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Malgré la difficulté pour cette génération d'accepter les mets végétariens, qui n'est pas forcément meilleur marché que des mets traditionnels. Pour la fourchette verte, nous sommes quand même contrôlés, 5 semaines de menu sont contrôlées les 3 premières années. Les contraintes, donc les difficultés pour cette génération d'accepter les plats végétariens, ça je vous l'ai dit. Limitation budgétaire pour enrichir les repas destinés aux résidents en perte de poids de MNA. Et puis structure de petite taille. Alors c'est clair, nous sommes une structure moyenne. Nous ne faisons pas partie d'un groupement et nous n'avons pas non plus la capacité de stocker de grands volumes de marchandises afin de bénéficier de prix préférentiels. Tout ça pour dire que les 13 francs 73 que vous avez vu tout à l'heure, c'est un montant qui est généré, en fait, il y a un fameux outil qui nous est mis à disposition par le canton, en fait. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des données qui sont d'ordre d'infrastructure, et puis ces données vont influencer le prix de pension du résident et ce budget. Donc, si par exemple, l'année prochaine, on applique des transformations majeures à notre institution, ces transformations d'ordre d'infrastructure vont venir influencer justement ce prix global de pension du résident de manière journalière.
qui lui inclut de facto ce montant aussi qu'il a droit pour l'alimentation. Donc il peut, en fonction de ce que l'institution va développer, venir influencer ce montant à disposition pour l'alimentation du résident. Mais comme vous pouvez le constater, le prix, il est contraignant parce qu'on doit faire des miracles. Aujourd'hui, on a une brigade de cuisine qui permet justement de pouvoir sortir des plats au quotidien. Et je vous promets que je suis très à cheval sur l'alimentation et à la qualité du goût. Et je peux vraiment vous certifier que les plats qui sortent au quotidien sont vraiment appréciés aussi bien par les résidents et par les visites qui viennent dans l'institution pour voir leurs parents. Et gustativement parlant, je trouve que c'est vraiment agréable et appréciable d'entendre justement les retours de ces personnes qui viennent en visite et dire, voilà, finalement, avec un budget aussi faible, parce qu'il faut dire qu'il est faible, on arrive quand même à satisfaire les besoins aussi bien nutritionnels que gustatifs de nos résidents. Oui, alors, entre le PowerPoint qui ne veut pas avancer, là je vois quelque chose qui veut absolument vous atteindre. En tout cas, un grand merci. Je sais que ce n'est pas un exercice facile. Non. Nicolas, bravo pour ce que tu fais au quotidien. Voilà. Merci. C'était vraiment l'idée, c'était d'illustrer une forme de précarité. Il faut savoir que les EMS font énormément d'efforts, d'ingéniosité, et ils sont dans un courant porteur. Ils espèrent que la jeune génération des soignants aille à leur côté pour offrir le meilleur des soins, et puis que ça avance ensemble. Le jour, on m'a défini que vous étiez des EMS, environnement méga sexy. Voilà. Donc vous avez 2 représentants. L'idée c'était de pouvoir partager avec vous une forme de précarité qui est une précarité dite imposée, institutionnelle, et que malgré tout ça on fait des miracles. Et je vais reprendre peut-être qu'avec moi il va répondre, je sais pas, on va voir. Et juste aussi peut-être dire, Dominique, que ouais. Ce sont des magiciens qu'on a, ces cuisiniers qui font à manger avec des prix aussi bas. Il faut bien réaliser que depuis la guerre en Ukraine, depuis la Covid, enfin tout ça, on a ce souci d'avoir 25% d'augmentation des coûts marchandises. Et essayez dans les restaurants, moi je vois dans les restaurants, quand vous augmentez vos prix de 25%, il n'y a même pas besoin d'imaginer ça, parce que si vous augmentez votre café de 10 centimes, vous faites traiter de voleur. On a eu 60% d'augmentation de coûts d'énergie. J'ai encore un collègue pâtissier sur la Riviera qui m'a dit qu'ils ont eu une augmentation, je ne parle pas de facture, d'électricité, une augmentation de 45 000 francs pour 2023. Donc il faut avoir des sacrés bas de laine dans ces cas-là. Pour vous dire que ce sont vraiment des magiciens, d'arriver à maîtriser ces prix, c'est surréaliste pour nous qui sommes du métier. Voilà, bravo en tout cas. Voilà. Donc c'est un vrai souci. Il y a un vrai souci de prise en charge globale, de se dire que l'alimentation n'est pas quelque chose d'accessoire. C'est quelque chose, on est ce que l'on mange. Et plus on avance en âge, et plus ça doit être quelque chose de qualité. Voilà. Donc on ne peut pas négocier le fait que le plateau repas ne soit pas accessible financièrement. On ne peut pas négocier que les EMS n'aient que ce budget pour fournir quelque chose de qualité. Voilà. C'est pour ça que c'était la genèse même de ce Toc et Doc, c'est de se dire, à un moment donné, il faut prendre conscience qu'il va falloir changer un peu tout ça. On est devant un mur, parce qu'on dit, voilà, il y a une déferlante du vieillissement de la population. En Suisse, on est la population quasiment qui vieillit le plus longtemps au monde, juste à côté du Japon, mais aussi on est la population avec le plus grand nombre d'années en mauvaise santé. Un bébé fille qui naît à ce jour aura plus de 20 ans d'années en mauvaise santé, notamment à cause de la nutrition, qui n'est pas du tout ni enseignée, ni mis avec la place qu'elle devrait être dans toute la vie active et dans la retraite. Voilà. Dominique ? Oui. J'ose poser une question à Philippe. Oui. En fait, j'ai découvert que vous aviez, et c'est fantastique ce que vous arrivez à faire avec ce budget-là, hein, c'est vraiment incroyable. Mais d'un autre côté, je vois aussi que c'est le partenaire, les collègues de Fourchette Verte, qui vous ont aussi aidé à mettre en place ces menus, si j'ai bien compris. Et j'ai vu que vous avez un certain nombre de menus végétariens aussi, 7. Voilà. Ce n'est pas du tout une critique, mais en tant que scientifique, quand je regarde en fait la qualité des protéines végétariennes chez une population de seniors qui a absolument besoin
d'un apport en protéines de qualité, c'est-à-dire qu'elles peuvent vraiment digérer en intégralité. Les facteurs aussi antinutritionnels qu'on trouve dans les protéines à base de plantes qui limitent l'absorption du zinc, du fer, etc. Est-ce que ces recommandations des 7 repas végétariens sont appuyées sur des données scientifiques qui montrent qu'au final, on ne dénutrit pas la population? Alors, c'est une question, hein. C'est pas du tout, je n'ai absolument pas la réponse, mais j'aimerais savoir. Ouais. Peut-être j'ai une amorce de réponse par rapport à ça, mais il ne faut pas qu'on reste trop sur ce fourchette label, fourchette verte, je veux dire. Non, mais juste pour dire que, pour parler de ça, que ce label fourchette verte a plus de 30 ans. Je crois même qu'ils ont fêté leurs 40 ans. Je ne dis pas que l'évolution de notre alimentation a été aussi rapide, mais on n'avait peut-être pas une conscience grâce à des gens comme toi qui ont fait des recherches bien poussées. Il y a 40 ans en arrière, on était plutôt parti un petit peu dans le truc, allez, on va faire un label parce que c'était la mode des labels. Mais pour répondre à madame par rapport à comment on peut arriver à faire 13 francs de repas, je pense que nous, encore de nos jours, on a cette faculté. Alors je vais être dur dans mes propos, mais on a cette faculté de discernement, c'est-à-dire qu'on a eu une éducation au goût, on a eu un accompagnement émotionnel dont je vais vous parler tout de suite après. Là où je me fais beaucoup de soucis, c'est pour nous et pour nos enfants quand ils seront dans les EMS, parce qu'il y a une perte d'éducation au goût. Il faut savoir quand même, je tape tout le temps sur ce clou, mais c'est quand même très grave ce qui se passe, surtout dans le canton de Vaud. Nous n'avons plus de cours de cuisine obligatoires à l'école obligatoire. Et je me dis, ces jeunes maintenant qui sont des enfants, que vont-ils faire de toutes ces réflexions quand ils seront ceux qui vont décider? Parce qu'on voit déjà qu'on est en train de former des futures générations de gens malades, comme le disait Dominique avant, et je pense qu'on ne va pas vers le beau. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par prendre le problème par le bon bout, en disant qu'au lieu de mettre le taureau avant la charrue avant les bœufs, peut-être commencer par éduquer nos futurs dirigeants de demain. Parce que là, il y a vraiment une méconnaissance totale. Je le vois maintenant avec les parents qui nous font des histoires, qui font des histoires parce qu'ils doivent payer 3,75 francs le menu de leur enfant dans une cantine. Mais par contre, ils veulent que les aliments soient maximum 25 km de distance du lieu de production. Je veux dire, à un moment, il faut savoir si on veut prioriser notre alimentation, donc comme l'a dit très justement Dominique, notre santé, ou alors on se fait plaisir avec des choses beaucoup plus futiles. Mais c'est clair que là, on ne va pas vers le beau, quitte à vous casser un peu l'ambiance. Hein. Et c'est clair, il y a une étude qui a été observationnelle, qui a été rendue publique. Nos 15-17 ans sont en plus mauvaise santé dans le canton de Vaud que les 80 ans et plus, à l'heure actuelle, sur les facteurs de risque cardiovasculaire et diabète. Donc il y a à bouger. Voilà. Donc le principe des Toc et Doc, c'est d'amener les choses, de discuter. Il y a une précarité alimentaire qui est bien présente chez les étudiants. On l'a vu en février, qui est marquante. Elle est également chez les seniors, avec toutes les conséquences que l'on connaît, qui vont de la chute, qui vont de l'infection, qui vont toute la spirale. Voilà. Donc ça, c'était amener ça. Et toi, tu voulais nous amener autre chose? Je voulais vous amener autre chose, effectivement. Même juste lui. quand même pour enfoncer le clou par rapport à ce dont on parlait avant, j'ai un ami cuisinier qui est un ami proche qui m'a dit, François, il m'a dit, cet hiver j'ai inscrit mes enfants à des cours à option de cuisine et ils ont fait des biscuits de Noël. J'ai trouvé ça sympa, c'est vrai que c'est cool. Biscuits de Noël, ça entre dans la tradition, dans tout ce qui est familial quelque part. Et en fait, la maîtresse avait acheté de la pâte à biscuits de Noël en grande surface. Et en fait, ils avaient juste étalé la pâte et coupé à l'emporte-pièce. Je me dis à ce moment-là, quelle est la plus-value, vraiment? Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'aller chez un artisan qui, lui, pourra expliquer, voire expliciter son métier? Je te rassure, en 9e, ma dernière fille a pris option cuisine, parce qu'il y avait option cuisine. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette, on va faire plein de trucs sympas. Non, l'option de toute l'année, c'était le tiramisu revisité toute l'année. Au bout de 2 séances, tiramisu, on n'en pouvait plus, quoi. Donc, voilà. Donc après, elle a pris option informatique. Elle s'est dit que c'était quand même... Voilà. C'est une autre nourriture. Voilà. Vas-y, tu voulais nous parler de ça parce qu'après on a discussion. Il faut y aller. Alors moi, je suis venu vous parler ce soir. Je voulais vous parler d'émotion. J'avais envie de vous parler d'amour. J'avais envie de vous parler plein de choses. J'avais envie de vous parler de ma grand-mère, non? Non, je ne vais pas vous parler de ma grand-mère. Quoique, on verra si vous en avez envie. Moi, je suis venu vous parler de quelque chose de très très important. On a des scientifiques qui nous ont parlé de tout ce qui était physiologique. Il y a des professionnels qui nous ont parlé des contraintes du métier, mais moi je voudrais rajouter un ingrédient fondamental que parfois on a tendance à oublier dans notre vie moderne. Et cet ingrédient principal, c'est tout simplement l'émotion.
L'émotion, j'entends par là que, par exemple, quand j'ai commencé à collaborer avec Alzheimer Vaud, dont le président, d'ailleurs, M. Pité, est dans la salle ce soir, je vous remercie d'être là, on a commencé à travailler sur cette idée de s'occuper de ces gens atteints d'Alzheimer. Et on réfléchissait, alors vous savez qu'on a une perte de poids, on est en sous-nutrition chez les seniors, etc., surtout chez ces gens-là. Et on me disait, ouais, mais on met des barres chocolatées à volonté, ils peuvent se servir, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais moi, ce n'est pas des barres chocolatées. Je pense que ces gens-là ont besoin. Peut-être qu'il faudrait leur mettre un taillé au grebon. Peut-être qu'il faudrait leur mettre une salée au sucre. Peut-être qu'il faudrait leur mettre des tripes. Alors, je sais que ce n'est pas forcément très, très bon marché. Mais ce que je veux dire par là, surtout avec les gens atteints d'Alzheimer, c'est que mon rêve, ce serait d'arriver à reconnecter tous ces fils qui sont un petit peu dans le brouillard là, actuellement chez ces personnes âgées atteintes d'Alzheimer, et essayer de rêver en se disant on va essayer de reconnecter tout ça, et peut-être qu'on arrivera à les reconnecter en appuyant sur le point sensible, c'est-à-dire l'émotion, en leur faisant des plats de leur enfance. C'est pour ça que c'est très très important si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes, mais prenez du temps, éteignez la télé. Les Princes de l'amour à New York avec les Marseillais, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de leur faire à manger, de leur expliquer ce que c'est que de la farine artisanale, ce que c'est que des légumes, ce que c'est que des fruits, ce que ça peut apporter. Prendre du temps pour faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une tarte aux pommes, franchement. Donc, avec le concours Alzheimer, je suis désolé, je parle un peu beaucoup. Hein, non. Tu savais, hein, tu t'en doutais un peu. On l'invite qu'une fois sur deux, parce qu'après... Donc, l'idée, c'est quoi avec ce concours? On a créé un concours de cuisine qui s'appelle Papy en Fête, qui a lieu tous les ans. Je crois cette année qu'il aura lieu le 11 novembre, sauf erreur. Et on convie tous les chefs de cuisine, tous les EMS qui travaillent dans des EMS où ils ont des patients, enfin des résidents atteints d'Alzheimer, et on propose de faire des recettes un peu perchées, je vous l'avoue. Hein, faire une fondue manger main, c'est pas évident. Faire un papé vaudois manger main ou un petit salé aux lentilles manger main. Donc manger main, pourquoi? Parce que les personnes atteintes d'Alzheimer parfois ne savent même plus à quoi sert une fourchette. Vous leur donnez une fourchette, elles vont se coiffer avec, ou elles vont croire que c'est un arc, j'en sais rien. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent manger à la main, mais qu'elles puissent toujours avoir cette sensation de déguster un plat. Je sais qu'il y a aussi une autre personne que j'ai vue entrer dans la salle, qui est mon ami Serrero, hein, il est là, mon ami Gabi Serrero, il est par là, et qui est vraiment une pointure dans le domaine au niveau de l'alimentation restructurée. C'est-à-dire que ces gens-là ne savent plus mâcher, mais l'idée, c'est de leur redonner les goûts d'avant et de leur redonner la sensation de faire un repas qui a été préparé avec émotion. Voilà à quoi sert le concours Papy, en fait, qu'on fait avec Alzheimer. Amanda. Ouais. Voilà, donc on va finir avant de pouvoir aller déguster tout ce que vous nous avez préparé avec le chef Thomas Nieser. On va finir par un petit point rapide du quotidien du service de diététique de la clinique pour offrir le meilleur à ces patients. Alors pour anecdote, il y a des enquêtes qui sont souvent faites auprès des patients, savoir comment s'est passé le séjour. Donc ici à la clinique, et puis même avant dans d'autres hôpitaux où j'ai été, c'était ça. Et vous pouvez être sûr, nous on s'attend toujours, ah oui, j'ai aimé quand les professionnels de santé, quand le médecin est venu, mais pas du tout. 100% des réponses, c'est quoi à votre avis ? Voilà, j'ai aimé quand on est venu me demander ce que j'avais envie de manger, et j'ai aimé quand j'ai mangé. Voilà, donc on le prend sur nous, donc vous êtes les préférés des patients, et la parole est à vous. Voilà. Alors de notre côté, on va vous parler des recommandations alimentaires, hydriques aussi, et on va vous faire le lien direct avec les recettes qu'on a préparées pour vous par rapport à la thématique du jour. Donc, les recommandations alimentaires, elles sont évidemment pour tous les adultes, y compris les seniors. Et on a en particulier cette belle assiette, on l'appelle l'assiette optimale. C'est une assiette équilibrée qui va vous permettre d'avoir tous les apports nécessaires pour couvrir vos besoins. Donc, en première partie, vous avez la partie brune qui est les aliments farineux. On a donc les féculents, vous avez les pommes de terre, les riz, le riz, les pâtes. Ça, c'est des aliments qui sont nécessaires pour vous parce qu'ils vont vous apporter l'énergie pour votre corps au quotidien. Donc, on a besoin de les avoir pour tous les repas et c'est vraiment votre énergie du jour. Après, on a la partie rouge
qui est les aliments protéiques. Donc là, vous allez retrouver la viande, le poisson, les œufs. Aujourd'hui, on a aussi les protéines végétales avec les légumineuses qui sont entrées là-dedans. On va vous en parler plus tard. Et donc, c'est vraiment les protéines, c'est la nourriture pour vos muscles. Donc, à un certain âge, on a des besoins plus importants, comme M. Redzi l'a dit. Et en fait, c'est vraiment nécessaire pour vous d'en avoir au quotidien. Pour la partie verte, vous les connaissez, les 5 fruits et légumes par jour. Donc, dans l'assiette, on demande vraiment à avoir aux repas principaux des légumes qui représentent en fait cette partie-là, mais ils sont nécessaires surtout pour vous donner vitamines et minéraux pour votre corps. Donc, vraiment, cette assiette, elle représente les apports nécessaires pour que vous ayez une bonne santé nutritionnelle. Et évidemment, ça va avec les recommandations hydriques. Donc, voilà, la première recommandation, c'est boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Évidemment, je pense que vous la connaissez. L'idée, c'est que ce soit des boissons qui soient réparties sur la journée. Et évidemment, on va privilégier plutôt les boissons comme vous avez sur la droite. L'eau du robinet, elle ne coûte rien, ça va bien. Les eaux aromatisées qu'on peut faire soi-même. Et en fait, derrière aussi, on vous a présenté des recettes pour vos boissons. L'idée, c'est vraiment d'éviter toutes les boissons sucrées, les boissons alcoolisées qui sont déjà assez coûteuses, mais aussi qui vont plutôt vous déshydrater. Donc, ce n'est pas le but, au contraire. Et après, dans les recommandations, c'est aussi d'augmenter la quantité d'eau en cas de forte chaleur, comme aujourd'hui par exemple, mais surtout aussi en cas de fièvre, parce que quand vous avez des températures corporelles qui sont plus élevées, vos besoins en eau ils sont plus élevés aussi. Donc vraiment une attention particulière pour les boissons, les besoins hydriques au quotidien. Après, on retrouve la pyramide alimentaire. Donc sur la gauche, vous avez l'ancienne pyramide qui était jusqu'à ce mois-ci, et la nouvelle pyramide sur votre droite. Donc on voit une différence déjà au niveau des dessins qui sont dessus, parce que l'idée de cette pyramide, c'est vraiment de privilégier les produits locaux, du terroir, les produits de saison, et aussi de privilégier le côté écologique. On a en plus de ça une petite modification au niveau de la ligne rouge. La ligne rouge, c'est donc les apports protéinés qu'on retrouvait dans l'assiette, aussi de la même couleur. Et donc, ces apports protéinés, là, on a enlevé la viande et on a remplacé par les légumineuses. Les légumineuses, pour rappel, c'est bien les lentilles, les pois chiches, les flageolets. Donc, on les recommande actuellement. Et en plus de ça, ce qui est favorable, c'est que c'est un moindre coût aussi par rapport à la viande. Donc, vraiment, derrière ces recommandations, c'est surtout de varier votre alimentation au quotidien, de vraiment aller piocher dans chaque aliment et en fait, comme ça, vous vous faites plaisir et en même temps, vous apportez à votre corps suffisamment de nutriments. Donc voilà, on passe pour la partie des recettes qu'on vous a concoctées ce soir. Donc l'idée des recettes, c'est avant tout de vous présenter des aliments, des mets qui sont faciles à préparer, parce que femme, homme, a peut-être pas vraiment cuisiner pendant toute sa vie. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à tout à chacun de réaliser ces recettes. Et salé, sucré, chaud, froid, vous allez découvrir ça par la suite. À travers ces recettes, on a voulu aussi limiter le coût selon la thématique du jour. Donc on a évité que ça soit plus de 5 francs, ce qui correspond finalement un peu à ce qui se fait au Château des Novelles. On vous a mis des fiches recettes pour chaque proposition de repas, enfin de mets. Et ces fiches recettes indiquent en fait les bénéfices santé qu'on a réfléchi derrière. Il y a aussi les allergies pour que vraiment on évite tout accident ce soir. Et après, la difficulté de la préparation.
Donc ces recettes, vous allez pouvoir les retrouver par cette fin de semaine, je pense, sur le site. Comme ça, vous aurez un QR code et puis vous pourrez les télécharger pour en avoir l'utilité. Donc vous allez les retrouver. On a mijoté de lentilles, salade de riz, thon, on a un gratin de pâtes, quiche au fromage. C'est des choses qu'on connaît, donc qui font plaisir aussi. Et puis après, il y a aussi sardines, rillettes de sardines, bircher, céré et confiture, et fromage blanc, compote, poudre d'amande. Donc c'est des aliments qui sont assez faciles à trouver en commerce et qui coûtent finalement très peu à l'achat. Voilà. Je peux avoir le micro. Là, on a faim tout de suite, c'est terrible. Alors, le principe, effectivement, un grand merci. À vous pour ces réflexions en amont, parce qu'il faut savoir qu'avant chaque Toc et Doc, vraiment, ils réfléchissent, ils analysent, ils proposent des choses qui sont totalement adaptées par rapport à la discussion. Donc, un grand merci pour ça. Les fiches de recettes, vous allez les trouver devant chaque mets, donc vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Et puis, si vous allez sur Toc et Doc, donc la page, vous retrouvez toutes les recettes de tout, parce que c'est pas la première fois. À chaque fois, ils nous font le plaisir de nous fournir les recettes. Donc, vous retrouvez toutes les recettes. En février, c'était sur la précarité alimentaire des étudiants. Mais c'est très bien aussi. Et puis avant, on a eu sur les maladies inflammatoires, on a eu sur tous les TOC. Et tous les TOC et DOC sont filmés. C'est un souhait de la Fondation de la Source de pouvoir le mettre à disposition. Donc vous pouvez retrouver tous les replays également sur notre page internet. Comme ça, voilà, vous pouvez revoir ou voir des éditions que vous n'auriez pas pu suivre. Voilà. Sinon, je vais reprendre le beeper. Voilà. Maintenant, tu peux le garder. Et puis les questions, je vous dis, on les aura après. Après, toujours plus fort, on a par là nos drôles de dames qui nous font la gentillesse à chaque édition. Elles sont là, Laurence. Et elles nous font la chance puis la gentillesse à chaque édition du Toc et Doc de nous offrir un podcast qui parle de la thématique, donc avec les experts. Et la thématique est reprise donc d'ici quelques jours. Voilà, vous pouvez trouver ça sur Mettons le couvert. Donc vous tapez Mettons le couvert, vous retrouvez tous les enregistrements de très grande qualité. Et en particulier, il y aura celui-ci dans quelques moments, mais d'autres très intéressants. Et donc là, on peut écouter un peu des experts qui viennent répondre aux questions des drôles de dames. Voilà, merci encore à vous pour cette opportunité. Toc et Doc 2025, attention, là ça rigole pas. On est tous des champions. Et en 2025, on va attaquer en février les aliments, donc la nutrition ciblée, les aliments qui font de nous des champions cérébraux. Donc là, je vous invite à revenir nous voir. Et puis en septembre 2025, on attaquera cette fois-ci les aliments de la récupération physique. Alors certes, dans le cadre sportif, parce qu'on aura des spécialistes de la nutrition sportive, mais également dans le cadre de la récupération après une maladie ou une blessure. C'est le même principe. Donc, sous un côté très exploit, bah oui, quand on se remet d'une fracture, c'est aussi un exploit. Donc, on va traiter ça. Février, le cerveau, et puis septembre, le reste du corps. Pour ceux qui aiment voir l'avenir, enfin un coup de pub, puis après, promis, vous allez aller déguster. Le 10 octobre, en ces lieux, ici et place, on vous amène dans un voyage futuriste. On a une artiste qui nous crée une exposition avec des tableaux sur la santé, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc c'est extrêmement futuriste et elle va vous donner aussi toutes les clés. On a des spécialistes de la futurologie qui vous donnent les clés pour réfléchir et se projeter dans la santé 2040, 2050, 2060. Voilà, donc c'est aussi un bon moment, c'est un moment d'échange, de partage, avec un joli, très jolie exposition avec de la musique, et puis aussi un moment où on partage, on mange ensemble, parce qu'ici on mange beaucoup quand même. Voilà, donc c'est le 10 octobre. Et puis là, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne disgustation. Donc, sauf s'il y a une question vraiment qui vous brûle les lèvres là tout de suite que vous voulez, et là il n'y a pas de souci, on descend avec les micros et vous la posez. Ah, est-ce qu'on peut passer Voilà, on n'a pas parlé du cholestérol, parce que moi je suis harcelée par mon médecin. Et puis quand je vois gratin de pâtes et tout ça, je me dis... Alors qu'est-ce qu'on fait avec
ce cholestérol qui nous poursuit, enfin les médecins qui nous poursuivent à cause de ce cholestérol? Alors, vous voulez l'avis du médecin? Bon, alors, je vais vous donner l'avis du médecin, mais alors vous ne le répéterez pas aux autres médecins. Donc, le cholestérol, on n'en a rien à... Enfin, bon, non, je ne vais pas dire ça. Alors, le cholestérol, à 80%, il est fabriqué par notre propre organisme. C'est nous qui fabriquons le cholestérol, donc sur des facteurs génétiques, sur des facteurs... Voilà, faut t'as pas de chance. Il y a des gens qui sont extrêmement maigres et qui fabriquent du cholestérol. Il y a des gens avec pas mal d'embonpoint qui n'ont pas du tout de cholestérol, donc on le fabrique. Les 20% restants sont en lien avec une alimentation. Mais paradoxalement, l'œuf, il y a une étude, alors, les pauvres, ils leur ont fait manger pendant 3 semaines 6 œufs par jour. Eh bien, figurez-vous que le cholestérol n'est pas augmenté. Donc, la leçon de tout ça, mais Serge, toi tu peux intervenir parce que toi tu connais bien tous les... Et puis à passer un certain âge, est-ce que vous pensez que ça pose un problème, le cholestérol? Pour le médecin, oui. Pas changer de médecin. Non, je plaisante. Alors, c'est vrai que le cholestérol est bien pire que ça. Il y a les triglycérides. Hein. C'est vrai que ce sont des facteurs des maladies cardiovasculaires parce qu'ils génèrent des plaques d'athérome qui sont quand même qui ont des conséquences qui sont assez désastreuses. Mais on pourrait imaginer, Serge, on peut le dire, on pourrait imaginer qu'on pourrait contrarier tout ça simplement si on enrichissait notre alimentation avec des oméga 3. Voilà. Ce n'est pas le problème du cholestérol, c'est le problème des mauvais ratios entre les graisses que nous consommons. L'alimentation transformée nous bombarde de graisses trans, qui sont des graisses pro-athéromateuses. C'est intéressant parce qu'il y a déjà des initiatives, je crois, en Suisse peut-être pas encore, mais en France en tout cas, où ils donnent du fourrage, des granulés aux poules qui est enrichi en oméga 3 pour enrichir l'œuf après en oméga 3 et du coup l'œuf devient un vecteur d'oméga 3. Donc ça, je trouve que c'est assez intelligent comme approche. Sur le cholestérol, j'achète à peu près tout ce que tu as dit. Peut-être sur les 20%, moi j'avais plutôt 11%. En fait, c'est 11% du cholestérol alimentaire qui contribue véritablement à votre cholestérol. Après, je pense qu'on s'est bien fourvoyé avec cette histoire du cholestérol et des pathologies cardiovasculaires. Il faut bien dire qu'il y a quand même un marché extrêmement lucratif de statines et de produits pharmaceutiques qui ont pensé, à juste titre, à un moment donné, qu'il fallait diminuer le cholestérol pour diminuer les pathologies cardiovasculaires, mais les résultats ne sont pas si probants. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter en pâture tous les médicaments qu'on prend pour la régulation des lipides sanguins qui sont très importants. Donc, sur le cholestérol, on peut débattre, mais par contre, voilà, avant de changer de médecin, donnez-lui peut-être une seconde chance. Ou ne lui dites pas tout, on n'est pas obligé de tout dire à son médecin. Si le gratin de pâtes vous met en joie, mangez du gratin de pâtes. Hein. Parce que dedans, vous aurez du fromage, donc il va vous apporter du calcium, il va vous apporter plein d'autres choses, et puis surtout de la joie et du plaisir. Donc, et de l'amour. Non, alors, le cholestérol, c'est une vague histoire. En tout cas, c'est clair qu'on a une alimentation très déséquilibrée entre oméga 3, oméga 6, oméga 9. Les aliments transformés sont vraiment des pourvoyeurs massifs de graisses qui sont des graisses inflammatoires. Il faut simplement revenir à quelque chose. Donc le colza est quelque chose d'extrêmement riche en oméga 3. Les sardines, les poissons gras sont riches en oméga 3. Et puis l'huile d'olive, n'oublions pas, elle est peut-être un peu moins riche, mais quand elle est pressée à froid, elle est riche en polyphénol, qui est aussi un protecteur. Donc en gros, on mange un peu de tout. Et puis le gratin de pâtes, vive le gratin de pâtes. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, peut-être. Toujours avec les produits locaux, puisqu'on parle de produits locaux. Pardon, le tapis, toujours. Excusez-moi. Je me mets là. On parle des produits locaux. Moi, je voudrais vous dire aussi qu'en Suisse, il n'y a pas que des filets de perche dans nos lacs. Hein. On a des super poissons. On a du congre, on a du silure. Je me suis fait un tartare de silure l'autre fois. On m'a dit, ouais, ça va avoir le goût de vase. C'était excellent, c'était une tuerie. Et arrêtons d'être snob dans notre manière de nous alimenter. Arrêtons de faire de la mono-alimentation et apprenons à regarder autour de nous ce qui vit et ce qui grandit. Et franchement, dans nos lacs, on a des poissons extraordinaires, dans nos rivières aussi. Donc, allons-y, vraiment. Est-ce que vous avez... d'autres questions? Alors, attendez, j'arrive avec le micro. Merci.
Je me présente, j'ai travaillé pendant 45 ans dans l'agroalimentaire, en recherche-développement, et je me suis beaucoup occupé de nutrition, surtout des enfants, mais aussi des sportifs et des personnes âgées. Dans les exposés que je viens d'entendre, vous avez situé les protéines, c'est vrai, les protéines de l'enfant, de l'adulte et du vieillard, si on veut, des personnes âgées, ne sont pas les mêmes. Il y a un terme qui me fait mal chaque fois et je le combats parce que je donne beaucoup de cours de nutrition dans les gymnases, c'est quand j'entends le mot vegan. Vegan sont des amis des animaux qui défendent les animaux, chapeau. Mais quand les végans s'occupent de nous nourrir, ce sont des criminels. Une maman végane, elle rend malade son enfant. Les enfants des mamans véganes sont aux chuves. Vous pouvez contrôler aux chuves. Ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que dans les protéines de la croissance de l'enfant, il y a des acides aminés essentiels que le corps ne fabrique pas, mais qu'il faut trouver dans les aliments. Et le lait, c'est l'idéal. Le l'œuf, c'est l'idéal. Vous en avez parlé. Et quand on cherche l'équilibre des acides aminés qu'il faut pour un enfant en croissance, les véganes me disent, ou les végétariens, végétaliens même, qu'on devrait dire, à la place de véganes, me disent, mais moi, si je mélange du soja avec ci ou ça, je fais ton mélange idéal des acides aminés. Oui, mais à cette condition, il y a 4 fois trop de protéines. Et 4 fois trop de protéines, vous abîmez les reins du bébé. Ça, c'est les protéines des enfants. La croissance, l'adulte, les protéines des céréales sont l'idéal pour le maintien de la musculature des adultes. Pas pour les enfants, mais et pour les personnes âgées, les protéines reviennent. Et là, vous avez mentionné les protéines de petit lait, du céré. C'est très important pour les personnes âgées parce que au point de vue qualité, c'est extraordinaire. Et je m'occupe d'un projet aussi avec le canton. Par exemple, à Moudon, il y a 400 000 litres de petit lait qu'on jette et qui représentent 30 tonnes de protéines lactiques de haute qualité qui partent à l'étranger. Ouais. À Moudon, c'est le fromage des champions. C'est ça. Juste encore rajouter pour les matières grasses, dans les 2 premiers exposés, vous avez parlé des protéines, des vitamines D, des sucres, pas trop de sucre, mais vous n'avez pas parlé des matières grasses. Matières que vous avez relevées, madame, après, avec raison. Les matières grasses, on en a besoin autant en quantité, par kilo de poids, que les protéines, mais des bonnes matières grasses. Et oméga 3, tout le monde parle d'oméga 3, mais il en faut tellement peu que c'est idiot d'acheter des capsules d'oméga 3, des choses comme ça ne sert à rien. Mais un mélange idéal de tous les acides aminés qui a été calculé, c'est un mélange d'huile d'olive, d'huile de noix et d'huile de colza. Et le colza, il faut faire attention, maintenant, il y a un deuxième colza qui vient sur le marché qui est pour la cuisson, qui n'a pas d'oméga 3. Ouais. Alors il faut bien insister, l'huile de colza que vous voulez, si c'est celle avec oméga 3 ou pas. Le colza ne supporte pas la chaleur. Par ailleurs, pour les oméga 3, ils sont détruits. Puis il faut rajouter l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue pour la vitamine D. Du poisson. Ouais. C'est une question de goût aussi. Merci monsieur pour votre intervention. Moi, je prends personnellement depuis 20 ans mon mélange des 3 huiles. J'ai 88 ans, j'ai pas de médicaments, pas de cholestérol et pas de pression. Bravo. Effectivement, on voit qu'à tous les âges de la vie, il y a des besoins spécifiques et ça serait vraiment de faire englober tout le monde, ça serait, et Laetitia, vous êtes bien passée pour le savoir, ça serait complètement idiot. Et je suis d'accord qu'à tous les âges de la vie, il y a des besoins spécifiques, il faut y répondre le plus possible. Parce que jeunes, on crée des adultes malades et puis après, on a une fin de vie qui est compliquée. Voilà. Et si on allait manger, à moins que vous ayez une autre question. Alors ceux qui ont faim disent « Oh non, plus de questions !» Ah. Voilà, une conclusion pour Philippe. Toujours au milieu du... Mais là, je passe devant mes collègues. Juste une conclusion, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, cette maxime. Je vous invite à découvrir Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui était un gastronome du 19e siècle, début 19e siècle, et qui avait dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Voilà. Bonne soirée, mesdames et messieurs, et merci de votre présence.